Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ce matin pour le Meetup Comment optimiser ses plans de transport grâce aux jumeaux numériques. Je suis Nathalie Schaeffer, la responsable marketing, et avec nous ce matin, on aura Xavier Roger qui est manager chez Adameo. On aura François Lacombe qui est plus que data scientist chez DC Brain. Tu nous rediras ton titre exact tout à l'heure. Et puis on a aussi Benjamin Lebuté, le DG de DC Brain, qui va arriver d'une minute à l'autre. Alors en l'attendant et en attendant aussi quelques personnes supplémentaires, je vais vous présenter l'interface Livestand pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Qui est une interface super simple à utiliser à la fois pour nous, mais aussi pour les participants. Donc, vous avez la fonction chat ici tout à gauche. Vous pouvez dès à présent dire bonjour. Il est 8h46, il est un petit peu tôt, donc on peut s'encourager mutuellement pour commencer la journée. Vous avez ensuite la fonction question, où vous pouvez poser des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez upvoter les questions des autres, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un petit pouce pour les questions qui vous paraissent intéressantes pour qu'on y réponde en priorité. Et pour finir, il y a la fonction sondage où on va vous poser quelques questions auxquelles vous aurez l'occasion de répondre tout au long de l'événement. Voilà, donc ça, c'est pour l'interface. Donc, je vois qu'il y en a qui utilisent déjà la fonction chat. C'est parfait. Et puis, je vois aussi certains participants qu'on a pu rencontrer à la SITL, d'autres qu'on va rencontrer au Top Transport et au Supply Chain Event. Donc, ça fait du bien de revoir des gens. Voilà, donc je pense qu'on va commencer par la présentation. Xavier, peut-être que tu veux te présenter pour commencer? Ça, on va lancer la présentation et je vais me présenter dessus. Parfait. Bonjour à tous, bienvenue donc. J'ai cru comprendre qu'on était déjà à une bonne trentaine, donc c'est parfait. Merci de vous être levés pour participer. Euh, on a déjà fait l'accueil, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis manager au sein du cabinet Adameo. Ça fait une dizaine d'années que je fais du conseil en supply chain. Sur les problématiques de transport, entreposage, appro, aussi bien sur la partie métier que la partie technologie. Très rapidement, pour pas trop vous embêter non plus avec, Adameo, on est un peu plus de 80 aujourd'hui. Ça fait maintenant depuis 2009 que le cabinet existe. Et il y a aussi un réseau de freelance d'un peu plus de 100 personnes. Notre métier, donc le conseil opération, le conseil technologie, les ressources humaines et système d'information. Donc c'est assez unique sur le marché de proposer l'ensemble de ces offres, conseil opération, des schémas directeurs, des analyses de process, conseil technologie, que ce soit de l'intralogue ou sur la partie transport, du conseil ressources humaines, du recrutement, de la formation, du management de transition. Et je vois que Benjamin vient d'arriver, donc c'est parfait, je lui laisserai la main à l'issue de ma petite présentation. Du coaching et système d'information, donc tous les outils liés à la supply chain. Donc on peut accompagner nos clients depuis l'identification d'un besoin jusqu'au démarrage de la nouvelle solution. À toi, Benjamin. Merci Xavier, bonjour à tous. Du coup, très brièvement, je suis Benjamin Debuté, je suis le directeur général et cofondateur de DC Brain. En quelques mots, et on viendra après sur le détail, évidemment, nous on a créé un logiciel qui s'appelle l'Intelligent Network Solution, qui est basé sur une technologie de jumeaux numériques, on y reviendra après, et qui permet de répondre à l'ensemble des enjeux de la supply chain, à savoir une forte volatilité, le besoin de s'adapter très rapidement à des nouveaux événements, et puis le besoin d'optimiser ses coûts de transport et d'optimiser aussi son empreinte environnementale. C'est quelque chose, la notion de RSE, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. On est une entreprise, on a créé l'entreprise en fin 2014.
On est une trentaine de collaborateurs et on édite et on vend ce logiciel qui permet de faire de l'optimisation dynamique, en particulier de plans de transport. Du coup, on a créé très rapidement, on a créé un outil qui s'appelle INES, Intelligent Network Solution, qui est un logiciel en SaaS, c'est-à-dire qui est un logiciel facilement implémentable, contrairement au logiciel on-premise, qui permet d'optimiser des plans de transport avec 3 modules fonctionnels. Un module fonctionnel sur ce qu'on appelle l'opérationnel, c'est-à-dire l'intraday, avec de la visualisation, de la détection d'anomalies, des alertes, la prédiction d'activité. Donc là, on va utiliser le jumeau numérique et on va intégrer toutes les données dedans pour pouvoir facilement les projeter et voir des problèmes sur le réseau. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur l'écran de droite. Visuellement, c'est à ça que ça ressemble. Un module tactique où on va faire de l'optimisation de plans de transport, de l'analyse d'appel d'offres, par exemple comment j'intègre un nouveau client, un nouveau flux dans mon réseau, et du planning dynamique, c'est-à-dire comment je vais aller ordonnancer l'ensemble d'un plan de traction en fonction d'aléas, en fonction de nouvelles commandes, par exemple. Et puis la partie stratégique, c'est toute la partie network design. Donc on y reviendra, je pense, avec Xavier, mais ce qui est intéressant, c'est que la notion de jumeau numérique, elle répond à différents cas d'usage. Je laisserai Xavier présenter le concept du jumeau numérique, mais c'est une technologie qui permet de répondre à différents cas d'usage et en fonction de la granularité de la donnée, permet d'adresser des enjeux qui sont soit très opérationnels si on a de la donnée en temps réel, soit un peu plus large, un peu plus stratégique, qui permet d'avoir des vues d'ensemble, faire des grandes simulations très simplement avec des données un peu plus macro. Voilà pour DC Brain. Je te repasse la main, Xavier. Merci. Donc, d'abord, on va poser un petit peu la problématique. Quels sont les enjeux pour le transport? Il y a 4 grandes familles d'enjeux. Je pense on en est tous conscients. La partie RSE réglementaire, par exemple, le fret urbain qui est responsable de 25 des émissions de CO2. La maîtrise et la réduction des coûts, les enjeux de compétitivité auxquels on est tous confrontés. L'adéquation capacité-ressources, notamment dans les périodes un peu tendues, comme a pu l'être l'été sur le transport, et les réponses aux exigences clients, la notion de taux de service. Donc, pour détailler un peu ces enjeux, quand on parle de réponse aux exigences clients, forcément respecter la promesse client, faire preuve d'agilité. On sait qu'il y a des activités qui sont très saisonnières. Et avec les dernières périodes qu'on a pu vivre, forcément, l'agilité revient au centre des débats. La traçabilité, faire preuve de proactivité. On a les clients qui challengent de plus en plus les transporteurs sur des nouvelles solutions, pour les accompagner dans leur transformation. Et la personnalisation de la livraison, donc là, on parle d'expérience client. Sur la partie RSE réglementaire, donc forcément s'adapter aux évolutions de la réglementation, la réduction des émissions de polluants et enfin, tout l'aspect réglementaire, notamment sur le cœur des villes, qui vraiment est un challenge au quotidien. On parle de silence et forcément de sobriété, écologique. Maîtrise et réduction des coûts, piloter et anticiper ses coûts de transport, optimiser l'organisation, maîtriser les inducteurs de coûts, forcément, et l'exceptionnel. La gestion de l'exceptionnel, qui est un enjeu sur les périodes de fort volume. La gestion documentaire, qui a tendance également à se digitaliser très fortement. Et enfin, la capacité de réponse des transporteurs. On a un besoin de transport avec des ressources qui sont limitées, notamment en termes de conducteurs. Donc, comment est-ce qu'on accompagne tout ça? Et l'évolution de la flotte camion, on voit avec les normes qui se durcissent, comment est-ce qu'on colle à ces évolutions? Donc 4 grands défis auxquels il va falloir répondre. Pour ça, on parle de digitalisation. Il y a beaucoup de digitalisation, à droite à gauche. Vous n'êtes pas passé à côté de cette tendance. On a sorti un livre blanc sur le sujet, dont on va évoquer on va dire les grandes lignes.
On a construit cette rosace, justement sur la digitalisation. On voit que autour du TMS, on a plein de solutions qui sont innovantes, qui se développent justement pour répondre à ces besoins précis et ces nouveaux enjeux. On passe de la modélisation, simulation de réseau, notamment avec DC Brain ici présent, la gestion des appels d'offres transport, marketplace, donc toute la relation, avec les transporteurs, entre un chargeur et un transporteur. La partie, gestion de flotte, on va dire, avec l'optimisation des tournées. On évoque notamment Cardinal à ce niveau-là, qui fait aussi de l'intelligence artificielle sur le sujet. PTV, grand leader sur le secteur. Track and Trace et visibilité, Project 44 qui en ce moment fait pas mal de bruit aussi. Tout ce qui est planning, prise de rendez-vous et optimisation du chargement. Optimisation du chargement avec des sujets notamment, quand on a des chargements, très complexes, on pense aux loueurs de matériel. Très compliqué de faire cohabiter des grues et des élévateurs, par exemple, sur un même porte-char. Donc là, on peut aussi faire appel, ou penser à l'intelligence artificielle, au machine learning. Pour la gestion de flotte, donc tout ce qui est gestion sociale, géolocalisation. En parallèle de tout ça, bien sûr, il y a tous les outils de gestion documentaire, de tour de contrôle et du FTI. Quels sont les facilitateurs technologiques de demain? Puisque, on a les besoins qui évoluent, mais aussi on a l'environnement qui évolue, donc il y a des grandes opportunités. On parle d'objets connectés, la blockchain sur tout ce qui est traçabilité et sécurisation des transactions. L'intelligence artificielle, je vais laisser nos experts en parler, de façon plus détaillée et bien sûr la partie jumeaux numériques. Donc on a d'un côté des enjeux nouveaux, des enjeux qui se développent, qui se renforcent, plein de startups, un écosystème, très dynamique, en Europe, mais particulièrement en France également. Et en plus, un contexte technologique, donc des nouvelles opportunités technologiques qui viennent renforcer ou en tout cas, ajouter de nouvelles possibilités. Donc on va dire, plein d'enjeux, mais un monde, rempli d'opportunités également. Si on détaille un petit peu la partie jumeaux numériques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Un jumeau numérique, donc c'est un modèle virtuel d'un système qui simule à la fois donc son état physique et son comportement. Heu, dans quel état il est et comment est-ce qu'il va se comporter à un événement. Donc il est unique et ce qui est très important, c'est qu'il est connecté au système. Donc ça veut dire qu'il s'actualise en fonction des évolutions. Par exemple, si on fait le parallèle avec le schéma de transport, si on fait évoluer le schéma de transport, le modèle doit évoluer en conséquence. Et un point forcément qu'on met en valeur, c'est la notion de visualisation. Il faut que ce soit vraiment intelligible et qu'il y ait une compréhension métier. C'est un outil qui doit parler au métier. Donc voilà les 4 points qui définissent un jumeau numérique, avec bien sûr la notion de simulation et faire de la prédiction pour l'optimisation. L'intérêt des jumeaux numériques pour la supply chain. En effet, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais il ne faut pas non plus avoir peur des modes. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des données temps réel, pour faire évoluer les produits et les schémas. Donc, par exemple, on va affiner, améliorer l'organisation et la production dès le stade de conception d'un produit. C'est-à-dire qu'on peut simuler un produit dans son environnement pour justement le faire évoluer, ou simuler un produit sur chaîne ou en production pour le faire évoluer et optimiser les coûts. Améliorer les processus et permettre une approche plus proactive. En effet, on peut tester en amont et on gagne du temps sur le sujet. Donc ça va être déployé au fur et à mesure.
on va les voir arriver et débarquer sur un peu, plein de thématiques et on vous présentera excusez-moi, je regarde un petit peu s'il y a des questions ou quoi. Pour l'instant alors TMS et OMS, en effet, il y a pas mal de questions. Sur la partie, OMS, on est sur l'orchestration des commandes. C'est plus un complément du TMS qu'un remplacement du TMS. Les 2 sont essentiels, donc il y a pas de voilà, c'est pas un qui va supplanter l'autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment les 2 qui vont venir en cohésion, mais c'est pas forcément pertinent pour toutes les activités, donc c'est vraiment au cas par cas, savoir, c'est plus sur la partie omnicanal. Excusez-moi de cette petite parenthèse, mais comme il y a une question, autant y répondre. Hem Voilà sur la partie jumeaux numériques. Où est-ce qu'on peut retrouver les jumeaux numériques? Pour la partie supply chain, on présente 4 cas d'usage potentiels. 1, l'optimisation de l'emballage. 2, l'optimisation de l'entrepôt dans lequel, le produit est entreposé. L'optimisation du moyen de transport en tant que tel, ou encore le réseau utilisé pour l'acheminer et c'est plutôt cette partie-là qu'on va détailler, avec DC Brain. Mais le point, c'est de dire, c'est un modèle. Donc à chaque instant, dès qu'on a une problématique potentiellement, on pourrait utiliser un jumeau numérique pour modéliser la situation en lien avec des données réelles pour justement imaginer et améliorer le le sujet de la problématique. Par exemple, sur la partie emballage et ben, on peut, alors c'est plus sur la partie matériaux, ingénierie en tant que telle, voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les emballages avec, la résistance au choc, la résistance, à des conditions environnementales, l'humidité, la température et cetera. Voir comment un emballage se comporte dans ces différentes conditions. Sur la partie entrepôt, ben, on peut simuler les flux intralogistiques, mais également une mécanisation, par exemple, rentrer sur des modèles de mécanisation pour schématiser des nouveaux flux. Quand on parle sur les moyens de transport, alors bon, au-delà de simuler, le fonctionnement d'un moteur ou, des pièces d'ingénierie, on peut simuler des trajets et du coup améliorer potentiellement le confort dans, lors d'un transport, le confort pour les marchandises. Donc, derrière, faire jouer sur, l'optimisation des amortissements ou autre, pour faire en sorte que la marchandise arrive dans le meilleur état possible à destination. Donc là, ça s'adresse peut-être plus aux constructeurs de véhicules. Mais voilà, ça de toute façon, ça va se développer, à tous les niveaux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors quand on parle d'optimisation de transport, il y a plein d'outils qui nous sont poussés. Il faut bien comprendre, un, quel est notre besoin et 2, quelles sont les possibilités de l'outil ou les modes de fonctionnement de l'outil. Heu, Typiquement, quand on parle d'optimisation, alors soit on est à froid en tant que tel avec des données à froid, c'est-à-dire qu'on va charger ponctuellement des données et on va travailler, on va simuler, c'est un peu, on va dire, le conseil, ces 5-10 dernières années, sur le sujet. Ou alors la partie jumeaux à chaud, où là vraiment on est connecté directement aux données de l'entreprise et du coup, avec une modélisation la plus précise possible du système, on sait toujours qu'il y a des écarts entre la modélisation et la réalité, mais on est sur les données réelles de l'entreprise. Il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas d'approximation et cetera. Donc toutes les conclusions qui sont données seront forcément plus à propos par rapport aux besoins de l'entreprise. En termes d'optimisation, soit on est sur de l'optimisation locale, optimisation de tournée, soit on est sur de l'optimisation globale, donc plus schéma. Donc qu'est-ce qu'on veut obtenir? Les solutions ne seront pas les mêmes, les modes d'algorithmie ne seront pas les mêmes.
Optimisation locale, forcément, on parle d'optimisation de tournée. Sur l'intelligence artificielle ou sur les simulations comme ça, on peut modéliser par rapport sur l'urbain, par rapport aux sorties d'école, aux bouchons de sortie d'école, etc. On peut rejouer des scénarios là-dessus à l'aide de jumeaux numériques. L'optimisation globale, je laisserai DCBrain développer plus en amont. Le troisième point est assez crucial entre l'optimisation statique et l'optimisation dynamique. On a tendance, lorsqu'on fait des schémas, de simplifier la réalité et de prendre une photo de la réalité. On prend une photo, on prend une semaine de data et on retranscrit ça, mais de façon statique, une photo d'une semaine de data, une journée de data, 1 mois et en fait, on va travailler sur, voilà, un nombre de shipments, un nombre de camions et cetera, mais de façon statique. La le, le gros point, c'est que forcément, quand on travaille de façon statique, on n'a pas cette notion de saturation ponctuelle d'un outil, d'une zone, d'un nœud du réseau, quand on parle de réseau, ou d'un flux du réseau. Donc là, c'est crucial, si on veut aller plus loin, de travailler de façon dynamique. Un scénario peut être réaliste quand on le regarde de façon statique, mais quand on le fait tourner dynamiquement sur une plage de temps, on se rend compte qu'en fait, entre 8h et 8h30, l'outil est saturé. Et donc là, ça ne passera pas. D'où l'importance de travailler vraiment de façon dynamique sur les données. Les outils maintenant le permettent, les capacités de calcul le permettent. Donc, dans ce cas-là, n'hésitons pas à y aller. Sur les interfaces, excusez-moi, je vois une question. D'où viennent les hypothèses de comportement? Alors, on travaille beaucoup avec forcément avec des historiques, mais l'importance de la modélisation, en effet, comment est-ce qu'on modélise? Là vient la question, et c'est là où justement où on s'appuie sur des outils experts pour nous aider à faire cette modélisation. Les interfaces techniques, l'interface interactive, l'objectif, c'est vraiment de donner la main au métier sur les optimisations. On parle d'expérience client à chaque fois, le 1er succès d'Apple vient de là, c'est rendre l'accès à la technologie utilisable par tous. Ben, c'est un peu ça l'idée qu'il y a aussi derrière les jumeaux numériques, c'est on donne l'accès à la puissance de calcul aux gens du métier justement pour qu'ils se retrouvent dans les données, pour qu'ils se retrouvent dans les simulations et que ce soit pas du charabia technique. Et la dernière partie, alors la différence entre algorithmie et intelligence artificielle, là je vais laisser nos experts DCBrain développer sur le sujet. Les limites, alors les limites, en effet, on l'a dit, hein, on l'a dit précédemment, un jumeau numérique par définition, un modèle numérique par définition est faux. Comme une prévision est fausse, comme un business plan est faux, de toute façon, c'est tout le temps faux. Donc il faut juste savoir à partir de quel moment s'arrête la retranscription de la réalité par rapport à des équations mathématiques. Donc déjà, c'est bien comprendre les limites du modèle ou de l'outil qu'on utilise. La standardisation des pratiques. En effet, si on commence à connecter des jumeaux numériques ensemble ou à faire des travaux et que les jumeaux numériques ne travaillent pas de la même façon ou les personnes ne travaillent pas de la même façon, on aura des résultats aberrants. La collecte et la diffusion des données. Donc forcément, qui dit simulation dit données cohérentes. On a tous conscience que dans nos outils, on a des données fausses. Donc, on a des mauvaises saisies. De toute façon, ce qui se passe dans la réalité, on le sait, entre les données réelles et les données de nos outils,
on a toujours des écarts. Donc, c'est comment est-ce qu'on traite ces écarts? Ça, c'est un vrai challenge. On multiplie les données, on multiplie les saisie dans tous les sens. Et le traitement de ces données fausses devient un vrai enjeu. Avec la multiplication des données, on ne peut plus les retraiter manuellement. Donc là, il y a un vrai travail de data quality management avec des outils qui se développent là-dessus, de comment on gère cette qualité de données. Et ensuite, le dernier point, c'est la gestion du changement. En effet, même si l'adoption est censée être facilitée, etc., on est quand même sur du digital versus du physique. Donc, il y a un accompagnement là-dessus pour être sûr que tout le monde est prêt à réaliser ces changements. Forcément, sur un outil, on peut tout imaginer. On peut imaginer le meilleur comme le pire, donc, ou des changements très impactants pour tout le monde. Donc, faire attention aussi à qui a accès à ces données et à ces simulations. On va faire un cas aberrant, mais si dans une entreprise, on donne accès à tout le monde à un jumeau numérique du schéma qui comporte une centaine de centres et que très rapidement, tout le monde voit qu'en ayant plus de 10 centres, ça c'est plus efficace et ça coûte moins cher, tout le monde va se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, faire attention à qui accède à la puissance de calcul, qui accède à cette puissance, puisque là, ici, on peut en parler à certains niveaux de puissance de l'outil. Donc, cette puissance, on ne va pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit donnée à tout le monde, mais faire attention en termes de confidentialité et d'accès à cette technologie. Merci Xavier là, pour la présentation du concept et des cas d'application et puis des limites des jumeaux numériques. Hein. Je rejoins complètement les limites que tu as évoquées et on va en parler. Du coup, là, l'idée, c'est de vous présenter un peu l'approche technologique derrière un jumeau numérique, parce que jumeau numérique, effectivement, ça fait un peu concept à la mode, hein, comme disait Xavier. Pour autant, derrière, il y a des réalités techno qui permettent de rendre la simulation simple et opérationnelle évidemment, donc utilisable, un outil de simulation utilisable directement par des planificateurs dans le cas des plans de transport. Et puis dynamique, c'est-à-dire un outil qui est proche de la réalité et qui permet très facilement de faire des nouveaux scénarios, d'analyser des aléas, des nouveaux flux, etc. Et du coup, in fine, d'aller apporter de l'optimisation, on va dire, à un niveau marginal, mais tous les jours. Donc, l'approche, elle est assez standard. On a évoqué un certain nombre de limites et puis on va vous montrer comment nous, on arrive à les dépasser. La première étape, c'est la récolte et nettoyage des données. Et je te passerai la main du coup à François Lacombe qui travaille chez DCBrain sur ce sujet-là. La deuxième, c'est la création du jumeau numérique en soi, c'est-à-dire un jumeau numérique. Encore une fois, c'est pas juste un concept, on va vraiment créer un double digital d'une infrastructure ou d'un réseau. Nous, chez DCBrain, pour faire ça, on utilise des bases de graphes. C'est-à-dire que on va vraiment créer voilà, une réplique virtuelle d'un réseau de transport en utilisant ces bases de données sous forme de graphes. Bases de données qui sont scalables et donc qui permettent d'intégrer tout type de volume de données. La troisième étape, c'est une fois qu'on a le jumeau numérique, donc c'est-à-dire vraiment cette architecture de réseau, on va intégrer de l'algorithmie et puis la question, c'est quel type d'algorithmie pour répondre à quel cas d'usage en fonction de la qualité de données. Et puis après, on va mettre à disposition l'outil aux utilisateurs. François, je te passe la main sur les données. Oui, volontiers. Bonjour à tous, merci Benjamin. Je m'appelle François Lacombe, je suis lead développeur chargement de données chez DCBrain depuis 4 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de participer à différents projets, d'abord dans les utilités et puis maintenant dans la logistique. Et c'est vrai que cet aspect
collecte de données, qualité, qui a déjà été souligné par Xavier puis par Benjamin, est absolument capitale dans le déploiement en fait de ces solutions. Tout simplement parce que le double numérique que vous allez construire, qu'on va construire ensemble sur la base de votre activité, ne sera utile que si il traduit cette réalité. Si on a effectivement des problèmes de saisie, des bugs, tout simplement des données qui n'existent pas dans vos systèmes, eh ben, on sera moins en mesure d'apporter de la valeur dans le déploiement de cette solution. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de régler certains problèmes, hein, évidemment. C'est bien normal, c'est notre métier. On met en place différentes stratégies pour essayer de le nuancer, parce que ce qui compte, c'est d'arriver finalement pour atteindre le résultat qu'on veut apporter. Il faut trouver les bons leviers pour aller chercher consolider de la donnée qui serait dans certains systèmes auxquels on n'aurait pas accès, auxquels il faudrait peut-être procéder à un certain nettoyage. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de notre proposition dans le déploiement de ces solutions, parce que sinon, le jumeau numérique que vous allez employer, il va être un petit peu buggé, il va pas représenter exactement votre activité, et là, la valeur baisse rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut passer un peu de temps. C'est absolument nécessaire dans ce que nous faisons, dans les projets auxquels on participe. C'est vrai qu'il y a un certain temps qui est alloué à l'audit, à l'analyse, à l'étude hein, de l'existant, de faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe pour aussi mieux accompagner, que ce soit les métiers ou même les gens de l'IT dans les entreprises avec lesquelles on peut travailler. Et à l'issue de ce temps, quand on a bien fait le bilan de ce qui existe, et ben là, on peut mettre en place les solutions les plus pertinentes, sans quoi, généralement, on fait face à des problèmes insolubles. Donc moi, ce que j'aurais à recommander aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est d'essayer de faire le point en interne avec leurs équipes pour essayer de se préparer, parce que c'est très important, avant de se lancer dans ce type de projet, d'être correctement préparé, de pouvoir savoir ce qui existe ou pas, pour qu'ensuite on puisse, avec vous, faire ce qu'il faut sur cette qualité de données. Pour faire un peu le bilan, parce qu'évidemment, on ne prend pas en compte une quantité de données phénoménale non plus. C'est-à-dire que pour construire un jumeau numérique d'un réseau de transport, on a besoin de quelques éléments les plus représentatifs avant de déployer notre arsenal d'optimisation. On a bien souvent besoin de la localisation des sites, des relations qui existent entre ces sites. On fait circuler différents moyens de transport avec différents colis de différents volumes, etc. pour différentes activités. Donc la connaissance des liens et de ce qui circule est aussi importante. L'historique joue un rôle. Qu'est-ce qui a circulé sur ces relations entre nos agences logistiques, entre nos entrepôts? Parfois, quand on fait de l'intra-logistique, même qu'est-ce qui circule entre les différents postes de travail de nos entrepôts? Ça, c'est aussi très important. Donc finalement, ce sont des données statiques, la topologie de notre réseau, et puis des volumes qui circulent dessus, avec aussi, si possible, la connaissance fine des colis, hein, bien sûr, leur volume, leur poids, leur taille. Le plus d'informations on a, et mieux ce sera véritablement. À ces niveaux de détail, c'est vrai que ça n'est pas forcément nécessaire, mais c'est beaucoup mieux si nous les avons, je dois le dire, dans le cadre de certaines optimisations qui sont toujours en réponse à un besoin particulier. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner en fait une vérité générale dans ce qui va se passer en termes d'optimisation. C'est des choses qui sont à creuser avec chacun d'entre vous pour établir le plus de là où se trouve la valeur. Et donc, à chaque fois, on va chercher les informations qui sont pertinentes pour ça. Mais retenez que c'est bien du patrimonial d'un côté, des données de flux de l'autre, et plus c'est précis, plus c'est exact, plus c'est profond dans l'historique, et mieux on se portera ensemble dans cette collaboration. Voilà, je pense que c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce retour d'expérience. Je peux compléter au gré des questions si nécessaire, bien sûr. On peut avancer, François. Oui, très bien. Pour compléter, je ne sais pas si François, tu veux commenter cette slide? Bien sûr. Alors, on peut essayer d'évoquer ensemble ces difficultés qu'on peut avoir sur les données. Parce qu'une fois que je vous ai dressé un peu les besoins qu'on peut avoir, évidemment, dans la réalité,
il y a des aléas. Ça se passe jamais comme on a vraiment prévu et on peut avoir la meilleure préparation du monde. Comme l'a dit Xavier, il y a toujours des difficultés opérationnelles avec lesquelles il faut évidemment composer. Et on est là pour composer avec. Il ne faut pas chercher, avant de se lancer dans un projet comme ça, même s'il faut se préparer, il ne faut pas chercher à avoir le jeu de données parfait. Un projet d'optimisation, de création de jumeaux numériques peut tout à fait fonctionner, même avec des imperfections. On peut arriver à traiter ensemble ces problèmes, à en réduire l'impact pour pouvoir travailler ensemble. Toutefois, ne pas correctement identifier ces anomalies, ne pas chercher à les traiter, ne pas adopter une posture qui va contribuer à les résoudre, c'est prendre des risques. C'est prendre beaucoup de risques dans la réussite finalement de ces projets de déploiement, puisque la qualité venant par l'usage, il faut d'abord chercher à se servir des données existantes, à essayer d'en faire quelque chose, à essayer de retrouver, à essayer de retracer l'activité passée pour identifier ces quelques problèmes. Et après, une fois qu'on a identifié ces problèmes, on va chercher à les régler avec nos outils ou avec des outils partenaires pour essayer d'en améliorer la qualité. Le but, c'est de bâtir sur des fondations pérennes. Parce que évidemment, si on n'a pas conscience en fait des faiblesses des données, on se lance tête baissée dans ce type de projet. Il y a de grandes chances pour qu'en cours de projet, voire à la fin, on s'aperçoive que la valeur n'est pas forcément là du fait de ces problèmes de qualité. Et donc, c'est pour ça que nous, chez DC Brain, on a participé à plusieurs projets de recherche sur ces sujets. On essaie de répondre le plus fort possible à ces problématiques, mais ce sera toujours avec la contribution avisée de nos clients qui connaissent d'ailleurs leur métier, qui sont là pour nous guider aussi dans l'historique de leur système, qui sont à chaque fois avec des particularités, des choses avec lesquelles il faut bien creuser là-dedans. Voilà. Mais ayez confiance, les données ne sont jamais toutes parfaites et nous avons évidemment les solutions qui vont bien pour traiter ces imperfections ensemble. François et Benjamin, il y a Fabien qui a posé une question qui voudrait savoir, avez-vous déjà réalisé les jumeaux intralogistiques ? Alors, on va venir. Aujourd'hui, c'était plutôt le sujet du plan de transport, mais on va montrer un cas d'usage sur l'intralogistique. Effectivement, le jumeau numérique, globalement, c'est un concept de réplique numérique ou digitale d'une infrastructure. Ça peut être un réseau de transport, ça peut être aussi un entrepôt et l'ensemble des flux intralogistiques. Et nous, et DC Brain, on travaille sur ces thématiques-là pour optimiser l'ensemble des ressources au sein d'un entrepôt. Donc, on va y venir, oui. Donc, oui, c'est faisable. Oui, on le fait. Et oui, ça fonctionne puisqu'il y a des gains assez importants derrière. Je crois qu'il y a une autre question de Bruno. Là, François, si tu veux répondre, quel est le délai moyen au minimum pour cette première étape d'audit de l'existant, recueil et analyse des données? Oui, j'étais en train de répondre par écrit. Je vais donner la réponse par oral. Alors évidemment, je vais vous faire la réponse classique. Ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. La diversité des objets de données qu'on a à recueillir, évidemment, la complexité du besoin, la profondeur de l'historique. Généralement, on a l'habitude de travailler sur des délais d'audit entre 3 semaines et 5 semaines, je dirais, autour d'un mois pour fournir une approche en fait très solide. Parce que bien souvent, j'ajouterais ce point important quand on creuse dans les données, quand on cherche à bien comprendre, il y a un appui essentiel des personnels métiers qui, eux, connaissent le quotidien, qui font face à différents problèmes, des points de douleur. Et généralement, l'audit des données s'accompagne d'une phase d'écoute des métiers pour aller comprendre la signification de certaines choses, pour aller véritablement comprendre les points de douleur et savoir tout simplement la signification de certains objets qui auraient pu nous échapper. Mais retenez, je pense que en un mois, on arrive déjà à produire quelque chose d'extrêmement solide. Globalement, la mise en place d'un jumeau numérique, c'est-à-dire de la phase 1 à la phase 4, donc de la phase de recueil de données jusqu'à la phase de mise à disposition de l'outil, ça peut prendre de quelques semaines en fonction des cas d'usage et de la complexité, de quelques semaines à quelques mois. Donc oui, ça dépend de la complexité data, ça dépend du nombre de points, mais ça reste des projets relativement courts. Donc, juste fini sur la partie recueil de données, hein, puis François, tu compléteras. Donc, on a lancé ce projet Ivocy qui
qui est un projet qui permet d'analyser et d'auditer les données, qui permet d'identifier des anomalies de données. Donc en fait, on a créé un corpus d'anomalies de données. On va injecter les données, puis en fonction de ce corpus, il va identifier plus ou moins automatiquement, on va dire le plus automatiquement possible, parce que c'est jamais complètement automatique, des problèmes de données sur les jeux qu'on va intégrer. Je donne un exemple, et François, tu compléteras. C'est un exemple assez classique dans les autres transports, c'est le problème des bases adresses. Chez tous nos clients, on a des bases adresses qui sont des fichiers qui vont aller géolocaliser les points de livraison, avec plein de problématiques, des problématiques de doublons, des problématiques de fautes d'orthographe, de syntaxe, le avenue qui devient AV point ou AVE point, etc. Enfin voilà, problématique de nomenclature d'adresse assez classique, mais qui devient assez vite ingérable puisqu'on parle de dizaines de milliers de points, et que ces points alors au final, les utilisateurs finaux, par exemple les chauffeurs, connaissent, savent où il faut aller livrer, mais en fait, ça empêche l'utilisation, la mise en place d'un jumeau numérique parce qu'il y a trop de points et il y a trop de bruit en fait dans les jeux de données qui permettent de décrire ce réseau et donc le jumeau numérique. Et donc nous, on a mis en place quelque chose qui est assez simple au final. Encore faut-il maîtriser, c'est des technologies de clustering relativement simples, mais qui permet très rapidement de passer d'une base adresse sale à une base adresse beaucoup plus propre où toutes les adresses sont validées. Et ça, ça prend entre 1 et 3 semaines en fonction de la taille du jeu de données, entre 1 et 3 semaines de passer, enfin, encore une fois, de ce jeu de données de base adresse très sale à quelque chose de beaucoup plus propre. Chez un de nos clients, on a divisé par 3 la base adresse, non pas parce qu'on a supprimé des clients, mais c'est parce que on a supprimé des fausses adresses. Et donc, on avait vraiment cette golden base qui permettait, in fine, de pouvoir mettre en place un jumeau numérique. Alors, il y a plein d'effets, il y a plein d'impacts indirects qui sont intéressants, en particulier sur le TMS, puisque cette base, après, on l'a réinjectée dans le TMS et ça permet encore une fois d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc voilà un peu les étapes. Je fais juste un petit parallèle là-dessus. C'est un peu comme pour tout, l'objectif, c'est d'aller traiter dans vos entreprises, c'est d'aller traiter le problème à la base. Donc typiquement sur ces trucs-là, on le voit maintenant, il y a de plus en plus de sites internet ou autres qui valident les adresses au moment de la commande. Donc qui re-rentrent le référentiel et qui font en sorte que l'adresse rentrée est cohérente. Donc voilà, il y a plein d'outils maintenant qui permettent de s'assurer dès le départ que la donnée rentrée est cohérente. Et cette notion de gestion de la qualité des données le plus tôt possible dans vos outils va devenir de plus en plus importante et de plus en plus primordiale dans vos organisations. Donc pour s'éviter justement des nettoyages très consommateurs et avec des résultats qui s'améliorent de plus en plus, mais qui ne seront jamais parfaits. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur la prochaine étape, là, sur la deuxième étape de création du jumeau numérique, voilà, on vous donne un exemple de ce que c'est en fait informatiquement, ce que ça représente. En fait, encore une fois, un jumeau numérique, c'est pas juste un concept. Derrière, ça repose sur des technologies, à savoir des bases de graphes relationnelles qui sont complètement scalables. Donc, on va identifier, comme on vient de le voir sur les bases adresses, puis après sur les données de flux, enfin, les données patrimoniales, les données descriptives d'un réseau, puis après les données de flux, on va intégrer et on va créer la base de graphes qui réplique complètement le réseau réel, la réalité. Évidemment, en l'état, c'est pas du tout exploitable. Et après, on va voir un peu comment on rend ça exploitable. La troisième étape, c'est l'intégration de l'ensemble des algorithmes qui vont nous permettre de répondre aux cas d'usage. Alors, à ce stade, je pense que vous dites, en tout cas nous, nos clients, ils nous disent souvent, nous on fait l'optimisation et la simulation, ça date pas d'hier, c'est pas les jumeaux numériques qui vont nous aider à le faire. Ça fait très longtemps qu'on utilise des systèmes experts, de la recherche opérationnelle.
pour aller faire de l'optimisation sur, par exemple, du network design, qui est un peu la tarte à la crème sur ce sujet-là, qui est le sujet phare. On va utiliser ces systèmes qui ont plusieurs dizaines d'années d'existence, qui sont simples, qui sont fiables, qui sont compréhensibles, qui ont été utilisés des milliers de fois, qui sont calculables rapidement, mais qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui sont très compliqués à configurer, qui sont utilisables, qui prennent aussi du temps à configurer, donc c'est pas utilisable de manière opérationnelle ou tactique, c'est vraiment pour des cas d'usage stratégique, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces méthodes-là une fois par an, une fois tous les 2 ans, et qui sont utilisables uniquement par des experts, parce que c'est assez compliqué. L'autre approche, c'est le modèle d'intelligence, enfin tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, qu'on réduit souvent à des modèles black box, c'est-à-dire que c'est des modèles peu compréhensibles. Alors, c'est des modèles qui sont basés sur de l'apprentissage. Hop, ok. Benjamin, t'as perdu? On dirait qu'on a perdu Benjamin. Est-ce que tu peux reprendre la main, François, en attendant qu'il revienne? Bien sûr. Alors, effectivement, Benjamin a essayé de détailler les différences entre nous, des approches comme des outils plus récents et les anciens, enfin des outils existants en tout cas. Et c'est vrai que notre approche en fait n'est pas forcément de remplacer ces outils experts monolithiques que Benjamin évoquait, mais plutôt de les compléter avec une surface un peu plus agile qui permettent de déployer des modèles beaucoup plus facilement, beaucoup plus explicables. Parce que ce qui compte aussi, c'est de pouvoir expliquer les résultats, ce qui est rarement le cas de certains systèmes experts qui fonctionnent comme une boîte noire, hein, comme Benjamin l'a dit. Nous, on vient ajouter en fait la couche d'explicabilité, de dynamisme, d'adaptabilité aussi à la complexité ambiante, parce que ce que n'ont pas forcément anticipé les systèmes dont nous parlons, qu'on va pas forcément balancer à la poubelle, hein, c'est pas l'objet. On va les compléter, mais ce qu'ils n'ont pas forcément vu, c'est qu'aujourd'hui, on doit répondre en fait très rapidement à certaines contraintes. On l'avait dit au début, des contraintes très volatiles qui apparaissent, qui disparaissent tous les jours. Et c'est là où on ne peut pas se permettre en fait de reprendre une semaine pour simuler un nouveau plan de transport parce que ça y est, on a fermé une frontière, on a une contrainte réglementaire qui apparaît. On a besoin d'être beaucoup plus agile et nos systèmes en fait qui fonctionnent avec des algorithmes qui apprennent permettent plus facilement d'anticiper et de régler en fait ce type de challenge là. On va retrouver Benjamin du coup. Ouais, merci François, désolé, j'ai une petite coupure internet. Mais effectivement, le sujet pour nous, c'est plutôt comment tirer le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on va utiliser des modèles IA, utiliser des modèles IA de deep learning ou de reinforcement learning quand la donnée est de qualité, quand on n'a pas besoin d'un grand niveau d'explicabilité, et en revanche, on va utiliser des systèmes opérationnels, des systèmes experts dans l'ensemble des autres cas de figure. C'est cette conjonction des deux approches qu'on appelle l'IA hybride. C'est aujourd'hui quelque chose, c'est aujourd'hui un concept technologique qui est de plus en plus répandu, qui est de dire, en fait, les modèles opérationnels ont des limites, en particulier en termes d'utilisation, en termes de temps de calcul et en termes de encore une fois, et en termes dans un certain nombre de cas de finesse d'analyse. Et les modèles IA ont un certain nombre de limites. Trouvons une façon pour, et c'est ça la capacité technologique de DeepMind, c'est trouver une façon d'aller chercher, en fonction des cas de figure, le meilleur algo pour tel ou tel cas d'usage. Donc ici, c'est un rapide descriptif de ce qu'on fait concrètement. Le premier sujet, c'est quand on parle d'IA hybride, on va fusionner ou joindre les deux approches pour accélérer les temps de calcul. Je vais montrer quelques exemples après, mais on va faire une première passe avec des modèles d'IA de deep learning, en fait, qu'on peut comparer à une sorte d'intuition humaine. En fait, l'IA va avoir une intuition sur une problématique à résoudre, et puis après, on va affiner cette intuition avec des modèles de recherche opérationnelle pour trouver le chemin le plus juste. Je
montrerai un exemple juste après, ça sera beaucoup plus concret. Ce que ça permet, c'est d'avoir des temps de calcul qui sont 10 000 ou 100 000 fois plus rapides que sur une approche classique. Ça, c'est un exemple, c'est de manière très concrète, très visuelle. Sur l'exemple de droite, sur le visuel de droite, on donne une problématique d'optimisation routière à un module de recherche opérationnelle qui est de dire comment tu peux aller le plus rapidement possible entre Paris et Toulouse. Et donc, le module de recherche opérationnelle, il va aller identifier l'ensemble des possibilités des chemins routiers en France. Donc, il va passer par Lille, il va essayer de passer par Rennes, et puis il va calculer tout ça. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, puisque il va explorer l'ensemble des possibilités. Donc, c'est l'ensemble des zones de recherche qu'on voit en rouge sur l'écran de droite, sur l'image de droite. Il va tout tester. En ajoutant à ces modules de recherche opérationnelle une intelligence artificielle qui va avoir une sorte d'intuition humaine, il va essayer de calculer, il va restreindre le champ des possibles, donc il va se concentrer uniquement sur la zone verte. Il va se dire, en fait, pour faire ce trajet-là, pour optimiser le temps de parcours, je vais aller tester les combinatoires uniquement dans cette zone très restreinte par rapport à l'ensemble des champs des possibles. Donc c'est ça, visuellement, concrètement, c'est ça que ça fait d'avoir une approche hybride. Ça permet d'accélérer des temps de calcul et d'avoir un bon niveau d'explicabilité par rapport à une approche qui serait full IA. Alors, ce que ça permet concrètement derrière pour les utilisateurs, c'est bon, la techno c'est sympa, mais très concrètement, c'est que ça permet de rendre opérationnels ces modules d'optimisation et de simulation. Aujourd'hui, nous, Ines, c'est un outil qui est utilisé par les planificateurs tous les jours pour aller faire de l'optimisation sur des plans de transport, sur de l'intralogistique aussi, et ça permet vraiment de mettre ces outils d'optimisation au cœur des processus opérationnels. Et puis mise à disposition aux utilisateurs, mais évidemment le réseau, le backlog, enfin le back office, ce qu'on voit à gauche, il est caché par un front office qui permet de répondre aux cas d'usage avec on pourra y revenir, mais c'est des champs d'entrée de données, de la capacité à aller rajouter de la donnée, modifier de la donnée, à aller simuler des nouveaux flux, des nouveaux aléas, etc. Donc on transforme un concept technologique, vraiment un concept en outil opérationnel et utilisable directement par les planificateurs. Alors, pour quelques cas d'usage que Inès et DC Brain traitent, sur le côté opérationnel, visualisation des flux, contrôle de données en continu, donc c'est des choses qu'on travaille par exemple avec la Staff et FM Logistique. Sur le côté tactique, on travaille aujourd'hui sur la scénarisation de flux de transport optimisés pour un opérateur comme Jeffco. La simulation de modification de contraintes pour la Staff, typiquement, qu'est-ce qui se passe si je rajoute une agence, si j'enlève une agence, si j'augmente des espaces de stockage sur un entrepôt, qu'est-ce qui va se passer sur l'ensemble du réseau? Est-ce qu'il va y avoir des ruptures de flux? Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la qualité de service, sur mes coûts, sur mes émissions CO2, etc. Donc ça, c'est typiquement ce qui est très, j'y reviendrai après, mais ça, c'est aussi très utile dans le cas de réponse à appel d'offres. Sur Lafarge Holcim, c'est un peu plus global comme approche, c'est-à-dire qu'à Lafarge Holcim, ils ont une problématique de simulation et d'optimisation de l'ensemble de leur prod sur plusieurs pays. Donc là, c'est en Europe de l'Est. Leur question, c'est quel site doit produire quelle quantité en fonction de mes coûts de transport, en fonction des coûts de chaque site. Et donc nous, on est utilisé par l'équipe en charge des opérations et de la logistique sur cette zone de plusieurs pays, pour aller faire des choix de production en fonction de ces différentes contraintes, en fonction de ces différentes fonctions de coût à optimiser. Et puis un dernier cas là sur Steph, c'est
c'est l'analyse, simuler l'impact de nouveaux clients. Donc, j'ai un nouveau client sur un certain nombre de lignes, je vais les intégrer, je vais voir la déformation du réseau par rapport à ce nouvel appel d'offres. Du coup, ça va permettre d'ajuster ma politique tarifaire très simplement et de répondre quelque part en fonction de mes objectifs, c'est soit des objectifs de volume, soit des objectifs de rentabilité. Je vais pouvoir aller ajuster, mes réponses, encore une fois, assez rapidement. Je reviens juste un tout petit peu en détail, s'il reste quelques minutes, je crois, sur le cas de Steph. Donc Steph, ils sont venus nous voir il y a quelques, donc en 2019. Ils avaient cette problématique d'optimisation des plans de traction interagences. Donc Steph, ils ont 90 agences en France. Chaque agence est point de départ, point d'arrivée de flux. Et ça peut être un point de cross-dock aussi. Donc je parle vraiment de l'activité traction, hein, donc les semi-remorques qui roulent la nuit pour aller transporter des huîtres on va dire de Brest jusqu'à Nice, et puis ramener des produits congelés de Strasbourg jusqu'à Paris, par exemple. Donc, et ils avaient cette problématique de se dire comment est-ce que je peux aller optimiser tout ça. Ils avaient le sentiment que c'était leur réseau de traction n'était pas assez optimisé, en particulier en multipliant les stop and go, c'est-à-dire en multipliant les flux indirects avec des opérations de déchargement-chargement. Un camion fait, au lieu d'avoir un camion qui fait Brest-Paris et Le Mans-Paris, on fait un camion qui fait Brest-Le Mans et Le Mans-Paris. Dans un certain nombre de cas, en fait, ça va être simple. Ça va être possible de le faire. Le problème, c'est le nombre de combinatoires. Donc, en fait, l'organisation de Steph, c'est-à-dire, il mettait en place un plan de traction de manière annuelle. Et puis, si ça fonctionnait, bon, il le modifiait, mais uniquement à la marge. Et parce qu'il y avait trop de combinatoires, donc si on prend 90 points d'entrée, de sortie, et puis des points indirects, ça fait plusieurs milliards de combinatoires au final. Ils n'avaient pas la capacité d'étudier chaque scénario, évidemment. Et du coup, quelque part, ils trouvaient un plan de traction qui fonctionnait, qui était relativement rentable. Et puis, et puis l'utiliser sur une année. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a intégré, évidemment, on a créé le jumeau numérique sur lequel on a intégré l'ensemble des contraintes. Donc, on a intégré plus de 50 contraintes de gestion, des contraintes réglementaires sur les temps de manière assez classique sur les temps de conduite, sur les temps de conduite, des contraintes de coût, des contraintes de capacité des points, de nombre de quais, d'ouverture de quais, etc. Et on a fait du coup on a intégré ce jumeau numérique. On a calculé un plan de traction optimisé qui était assez intéressant pour eux, puisque on leur a calculé plusieurs millions d'euros de gains et une baisse assez importante des émissions CO2 en multipliant les flux indirects. Et puis après, on a déployé l'outil qui est utilisé aujourd'hui par une équipe centrale qui va faire de la simulation de manière tactique, c'est-à-dire qu'ils vont changer les plans de traction. Et l'idée, c'est de passer des plans de traction annuels à des plans de traction mensuels. Donc, on n'est pas encore dans l'intraday, dans l'opérationnel, etc. Mais ça permet de réduire et d'adapter beaucoup plus facilement le plan de traction et donc les capacités et les coûts à une réalité du business. Donc ça, c'était le cas d'usage pour Steph. Et puis, pour répondre à la question sur l'intralogistique, donc c'est un autre cas d'usage pour DER. Donc là, on a créé un jumeau numérique d'un entrepôt, d'une infrastructure physique. On a intégré, encore une fois, toutes les données patrimoniales, donc le descriptif de l'entrepôt, les données de flux, donc en particulier la fameuse notion de d'OT, donc des ordres de préparation. Et puis on a créé ce jumeau numérique et puis on a déployé l'outil. Aujourd'hui, l'outil il est utilisé par les planificateurs pour aller faire de l'optimisation et du planning dynamique d'opérations de préparation. Leur problématique chez DAR, c'est qu'ils ont des plannings de préparation qui sont modifiés pratiquement toutes les heures en fonction des urgences, en fonction des retards, en fonction des restes à quai, etc. Et donc, ils avaient du mal à réagir par rapport à ces aléas. De la même manière,
De la même manière, on a calculé des gains assez importants sur la productivité et en particulier leur levier, c'est d'éviter de recourir à de l'intérim en urgence qui leur coûte extrêmement cher. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que cette notion de jumeau numérique, comme d'ailleurs l'a dit Xavier, ça s'applique sur des modèles ou sur des infrastructures très globales, sur des plans de transport par exemple, mais aussi sur des points beaucoup plus particuliers, sur des entrepôts, sur des agences, etc. Je crois qu'on arrive à la fin. Je crois qu'on a à peu près respecté le timing. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, en tout cas, on est là pour y répondre. Alors, s'il n'y a plus de questions, on remercie tout le monde, tous les participants qui se sont levés peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude ce matin pour assister à ce meet-up. Merci beaucoup. Ah, il y a peut-être encore une question, une petite dernière. Non, tout va bien, parfait. Alors, je vous rappelle que je vais vous envoyer le replay de ce meet-up dans l'après-midi, plus les slides de cette présentation. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à revenir vers Xavier ou vers Benjamin. Xavier, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion aussi? Voilà, merci beaucoup à tous. Je crois qu'on était une 50aine au pic. Donc, merci à tous. Juste, merci Xavier. Un petit peu de pub pour DC Brain encore. On fait une intervention au Big, donc l'événement de la BPI à 13h ce midi, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelques participants iront là-bas. On fait une intervention avec Daer. On présente les projets d'application de jumeaux numériques dans le monde de l'intralogistique. C'est une intervention qui sera diffusée en temps réel sur la plateforme du Big. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter si ça vous intéresse. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, c'est bon pour tout le monde. On vous souhaite une excellente journée et suivez Adameo et LinkedIn et DC Brain, sur LinkedIn pour rester au courant des prochaines meet-up et événements. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.